tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne dans laquelle nous allons voir comment travailler avec des personnages modulaires dans Unreal Engine. Dans cette vidéo, je vais utiliser une version 5.4 d'Unreal Engine, mais sachez que tout ce que l'on va voir ici fonctionne avec absolument toutes les versions d'Unreal Engine. Au programme de cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps ce qu'est un personnage modulaire et ce qui fait qu'un personnage modulaire est modulaire. Je sais qu'il y a des personnes qui le savent, il y a des personnes qui ne le savent pas, car encore récemment on m'a posé la question, et je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont persuadées de le savoir, alors qu'en réalité elles ne le savent pas vraiment, elles font tout simplement l'amalgame. Donc on va voir ensemble ce qu'est réellement un personnage modulaire. Ensuite, nous allons très rapidement voir comment assembler un personnage modulaire dans un fichier Blueprint. Ça, c'est très facile, ça va aller très vite. Ensuite, nous verrons comment animer notre personnage modulaire. Là, par contre, c'est moins facile que ce que l'on imagine. Il y a une toute petite particularité en ce qui concerne les personnages modulaires. Vous allez voir que c'est pas grand-chose et pourtant ça fait toute la différence. On va voir ça ensemble. Quand on aura vu ça, eh bien, la vidéo sera terminée. Néanmoins, je vais vous garder quelques minutes supplémentaires dans une section bonus dans laquelle je vais aller plus loin dans mes explications et dans le détail. Dans cette section bonus, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une animation, je vais vous expliquer comment Unreal rend l'image sur votre écran et comment sont calculées les animations. Maintenant que ceci est dit, je profite donc de cette longue introduction pour apporter une précision complémentaire. Cette vidéo, elle s'adresse à des personnes débutantes et très débutantes. Donc ici, je vais partir du principe que vous connaissez très mal Unreal Engine, vous n'êtes pas encore à l'aise avec Unreal Engine et la création de jeux vidéo. Donc je vais prendre mon temps pour expliquer un petit peu tout ça. Commençons donc par voir ce qu'est un personnage modulaire. Un personnage modulaire, c'est un personnage qui est donc en kit et qu'on va devoir assembler. On va l'avoir en plusieurs morceaux et en assemblant tous ces morceaux, ça va nous donner notre personnage. Par exemple, ici, j'ai un personnage qui est une base de mon personnage, donc avec son corps en entier, donc il est tout nu. Ensuite, j'ai un mesh pour les cheveux, un mesh pour le pantalon, un autre pour la chemise et un autre pour les chaussures. Donc dans mon exemple, j'ai ces 5 parties que je vais pouvoir assembler pour composer le personnage que l'on voit sur la gauche ici. Donc j'ai plusieurs parties séparées que j'ai pu assembler. Je vous disais en introduction que certaines personnes font l'amalgame. Les personnes qui font l'amalgame sont des personnes pour qui la définition d'un personnage modulaire s'arrête ici. Effectivement, c'est la base d'un personnage modulaire. Sauf que pour qu'un personnage modulaire soit modulaire, il n'y a pas que ça. Il y a des règles très importantes à respecter et c'est ce que l'on va voir ici. Il est extrêmement important que toutes les parties qui vont composer votre personnage soient déjà des skeletal mesh, parce que bien évidemment, un personnage, on va forcément avoir besoin de l'animer, mais que chacune de ces parties-là est strictement le même squelette et qu'ils aient strictement aussi la même pose de référence. Ça, c'est extrêmement important. Pour vous le démontrer, je vais ici vous afficher donc le mesh de la chemise, ici, et le mesh du pantalon, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la partie caractère qui est là, puis bonne, et je vais décider d'afficher toute la hiérarchie de bonne, c'est-à-dire le squelette en entier. Donc je clique ici et regardez ce qui se passe. On voit bien ici que le mesh de ma chemise, il a les os du bras, de la main, des jambes, etc. Tout comme le mesh de mon pantalon, il a aussi les épaules, les bras, etc. Vous allez me dire, c'est complètement débile que mon pantalon, il ait des os pour le bras alors qu'il n'y a pas besoin. Justement, si, c'est important. Encore une fois, pour qu'un personnage modulaire soit modulaire, il faut qu'ils aient strictement le même squelette. Pourquoi ? Parce que quand vous allez animer votre personnage, chaque partie devra jouer la même animation. Donc une animation, il faut qu'elle soit bien compatible avec un squelette, donc c'est extrêmement important. Ensuite, il est extrêmement important que chaque
partie ait une pose identique, strictement identique. Si j'ai par exemple mon pantalon qui a un squelette avec le A-pose comme c'est ici et la chemise qui est en T-pose, même si c'est le même squelette, eh bien ça ne va pas fonctionner. Vous comprendrez pourquoi dans la partie bonus à la fin de cette vidéo. Néanmoins, c'est extrêmement important que toutes vos parties aient un squelette complet et donc strictement le même squelette. Ce qui est important également, mais ça forcément ça va être de fait, puisque vous allez avoir strictement le même squelette, mais ce qui est important, c'est que chaque partie de votre personnage, donc chacun de ces mèches-là, doivent avoir leur point de pivot au même endroit. Ici, il n'est pas question que la chemise ait son point de pivot, donc c'est-à-dire le gizmo, pour vulgariser, soit au niveau du plexus, alors que le pantalon va avoir son point de pivot ici sur le root bone. Non, ça c'est pas du tout un personnage modulaire. Il faut que chaque partie ait leur pivot sur le root bone ici. Je vais mettre ça sur mon deuxième écran, ici, et donc on va le regarder. Le fait que chaque partie ici ait leur point de pivot toutes au même endroit, ça permet, lorsque l'on met chacune de ces parties sur la même location, d'assembler le personnage. Démonstration, je vais sélectionner mon personnage tout nu qui est là, je vais aller dans les détails et je vais copier sa location. Donc je vais faire un clic droit dessus ici, je vais faire copie et ensuite je vais coller cette location sur toutes les autres parties. Donc je vais sélectionner en maintenant la touche CTRL les autres parties. Ici, je vais aller dans les détails et je vais coller la location que j'avais copiée précédemment. Donc je vais faire le clic droit ici, je vais faire paste et là vous voyez que le fait que toutes mes parties aient strictement la même location, alors il faut que c'est la même location, la même rotation et le même scale, bien évidemment. C'est au-delà de la même location, c'est le même transform, bien évidemment. Néanmoins, le fait d'avoir mis toutes nos parties sur la même location, ça assemble notre personnage. Ici, vous voyez le point de pivot qui est ici au niveau des pieds. Eh bien, j'ai beau sélectionner des parties différentes, eh bien mon gizmo, il ne change pas. Ici, vous voyez, il est toujours au même endroit parce que tous les gizmos de chaque partie sont au même endroit. Donc un personnage modulaire, c'est ceci. Avant de passer à la suite, je vais apporter une petite précision complémentaire, même si je pense que vous l'avez deviné. Je vais le séparer à nouveau. Ici, c'est que lorsque vous avez un personnage modulaire, il n'est pas obligatoire d'avoir ce découpage-là, c'est-à-dire une base d'un personnage tout nu et ensuite on rajoute les vêtements, les accessoires, etc. Le découpage peut être différent. C'est pas parce que vous allez avoir un découpage différent que ça ne sera pas un personnage modulaire dès lors que vous respectez bien toutes les règles donc, que j'ai évoquées à l'instant. Vous pouvez par exemple avoir un mesh qui va être juste la tête, un mesh qui va être juste les pieds, un mesh qui va être juste les mains, etc. etc. Donc au niveau du découpage de votre personnage, il n'y a pas de règle, c'est pas important. Vous n'êtes pas obligé donc d'avoir le découpage qui est ici. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Néanmoins, celui-ci, il respecte les règles d'un personnage modulaire puisqu'ils partagent le même squelette, ils ont la même pose de référence et ils ont leur gizmo, leur point de pivot au même endroit, ce qui fait que on peut, en les mettant sur la même location, assembler notre personnage. Maintenant que ceci est dit, eh bien, on va pouvoir passer à la suite de notre vidéo. Voyons donc maintenant comment assembler un personnage donc dans un fichier Blueprint. Je vais donc ici faire CTRL espace, je suis donc dans le dossier de mon tuto. Je vais donc créer un Blueprint. Donc je vais faire ici un clic droit, je vais cliquer ici sur Blueprint Class et je vais choisir caractère ici pour que le Blueprint que je crée soit enfant de la classe caractère. Donc je clique ici, je vais l'appeler BP modular caractère. Ici, et bien évidemment, je vais double-cliquer dedans pour l'éditer. Je me retrouve donc là, bien sûr, un blueprint totalement classique de création de personnages. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir autant de composantes de skeletal mesh
que ce que nous avons justement de Skeletal Mesh ici. Donc là, j'ai 5 parties ici, en comptant les cheveux, la chemise, etc. J'ai les 5 parties qui sont là. Il me faut donc 5 parties. Dans mon blueprint de base, j'en ai déjà une partie, puisque la classe caractère me donne déjà au moins un component de Skeletal Mesh qui est fourni ici. Donc lui, je vais déjà m'en servir pour mettre mon personnage tout nu qui va me servir de base. Donc je le sélectionne ici et je vais lui assigner donc son Skeletal Mesh. Donc je vais ici faire CTRL espace. Je vais le sélectionner dans mon browser et je vais ici cliquer sur la petite flèche là. Ok, bien. Là, j'ai utilisé un component qui est fourni de base pour mettre mon personnage tout nu. Maintenant, il me faut mettre les autres parties, c'est-à-dire les 4 autres parties. Il me faut donc, ici, dans mon blueprint, ajouter 4 composantes de Skeletal Mesh, puisque ce sont des Skeletal Mesh que j'ai besoin d'ajouter. Donc pour ça, je vais devoir ici cliquer sur le petit plus Add et sélectionner un Skeletal Mesh. Avant de le faire, je voudrais vous donner ici une petite précision au cas où vous ne le sauriez pas déjà. Lorsque l'on utilise le plus Add ici pour ajouter un component, le component que l'on va ajouter, il va être enfant de ce qui est sélectionné ici. Ce qui veut dire que si je sélectionne mon component Mesh et qu'ensuite je fais le plus Add et que j'ajoute mon component, le component que je vais ajouter va être enfant de ce component Mesh. Si je ne sélectionne rien du tout, il va être enfant de la racine ici, là. Pour organiser notre hiérarchie ici dans notre blueprint, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre toutes vos parties au même niveau que le mesh ici. Donc dans ce cas-là, vous allez sélectionner le capsule component et toutes vos parties vont être enfants du capsule component. Ceci étant dit, je trouve qu'il est beaucoup plus propre de les enfanter justement à notre base. Donc ce que l'on va faire, c'est que toutes les autres parties vont être enfants de notre base ici, là. Maintenant, je vais vous donner 2 petites astuces que vous connaissez déjà peut-être, mais dans le doute, je préfère vous en parler. Ici, je vais faire le plus add, et vous voyez que quand je veux ajouter un skeletal mesh, j'ai entre parenthèses déjà un skeletal mesh. Pourquoi j'ai ça? Eh bien parce que le skeletal mesh qui est mis entre parenthèses, il est sélectionné dans mon content browser, ici. Lorsque nous avons un mesh qui est compatible, qui est sélectionné dans le browser, il nous le propose directement. Si je désélectionne ici et que je fais le plus add, eh bien là, je vais ajouter un skeletal mesh component vide. Je devrais assigner le mesh moi-même, alors que si j'utilise par exemple la chemise ici et que je fais le plus add, donc je me mets ici au niveau du mesh, plus add, et que je vais au niveau du skeletal mesh ici, eh bien je l'ai ma chemise. Donc si je clique ici, en plus d'ajouter mon component, eh bien je vais également lui assigner le mesh. Donc ça, c'est une première petite astuce. La deuxième astuce, eh bien c'est la même chose, mais avec une petite variante. Ici, je vais faire CTRL espace et je vais sélectionner les autres meshs en maintenant la touche CTRL. Donc, c'est-à-dire, j'ai déjà mis le perso tout nu, j'ai déjà mis la chemise, je prends tous les autres là et je vais vouloir les ajouter. Donc, je retourne dans mon blueprint ici, je resélectionne mon mesh parce que je veux que toutes les parties soient enfants du mesh. Et regardez ce qui se passe ici quand je fais le plus add, j'ai donc le multiple asset. Ça veut dire que ça va faire la même chose que ce qu'on a vu à l'instant, sauf que ça va le faire sur tous les assets qui sont sélectionnés. Donc si je clique ici, là, eh bien j'ai assemblé mon personnage. Donc dès le départ, vous pouvez faire le multiple asset pour assembler votre personnage. Le fait de les avoir enfantés dès le départ en mesh, il est déjà assemblé. Et comme en fait il est enfanté, rien qu'en sélectionnant le mesh, je peux ici déplacer l'ensemble. Donc je vous recommande de créer une petite hiérarchie proprement ici. Donc là ensuite on va jouer sur les différentes vues pour positionner notre personnage comme il faut. Là, donc ici il faut que cet endroit là ça soit au niveau des pieds. Là, voilà.
on est bon, je vais repasser en perspective et pivoter mon personnage à 90 degrés. Ça, vous avez très probablement l'habitude. Là, on l'oriente dans le sens de la flèche qui est là. Ok, je vais donc compiler et j'ai donc assemblé mon personnage ici. Alors, on va voir une petite particularité sur l'assemblage du personnage un petit peu plus tard, mais néanmoins, eh bien, c'est extrêmement simple, il suffit d'ajouter autant de composantes que l'on veut et de les mettre dans notre blueprint. Voyons donc maintenant comment animer notre personnage modulaire. Pour ça, eh bien, ça va être à la fois simple et compliqué. Ce que vous imaginez très probablement, c'est de sélectionner chacun des meshs qui est là et de lui assigner le même animation blueprint, puisque de toute façon, chaque partie va devoir jouer la même animation. Donc le premier réflexe, eh bien, c'est celui-là. On va assigner le même animation blueprint à chacune de nos parties. Ceci, c'est effectivement le premier réflexe, mais c'est aussi une très mauvaise chose. Pour trois raisons. La première, elle est évidente, les autres le sont un petit peu moins. Quelles sont ces raisons qui font que assigner une animation blueprint à toutes les parties, c'est une très mauvaise pratique? Eh bien, c'est très simple. Première raison, c'est tout simplement que c'est pas optimisé du tout. Parce qu'il faut être conscient que lorsque vous assignez une animation blueprint à un component, ça veut dire que ce component, lui, ce qu'il va utiliser, c'est une instance de cette animation blueprint. Au même titre que sur votre map, ici, ben, j'ai plusieurs instances, j'ai deux instances de ma chemise. Néanmoins, elles ont beau être basées sur la même classe, ce sont des instances distinctes, ce sont des acteurs à part entière. Ces deux chemises. Eh bien, en animation, mais c'est pareil. Il faut être bien conscient de ça. Chaque partie va avoir sa propre instance indépendante de leur animation blueprint. Et ça veut dire que chaque instance va calculer son animation séparément. Donc ça veut dire qu'à chaque frame, donc c'est-à-dire à chaque image par seconde, je vais faire le calcul ici 5 fois, parce que j'ai 5 parties. C'est comme si que vous aviez 20 personnages sur votre niveau, et qu'en réalité, ben, c'est comme si vous en aviez 100, alors que vous en avez mis que 20, par exemple. Donc, c'est pas du tout optimisé, puisque chaque partie va calculer. La deuxième raison, elle est un petit peu moins évidente, mais ce sont des choses qui peuvent arriver, qui arrivent même assez même souvent, c'est que il peut arriver que par exemple votre chemise, ici, elle s'initialise une demi-seconde après le personnage tout nu par exemple. Ce qui veut dire que l'animation de la chemise va démarrer une demi-seconde après celle du corps du personnage. Donc on va avoir la chemise qui va être animée avec un décalage d'une demi-seconde par rapport aux autres. Donc je vous laisse déjà imaginer ce qui va se passer. C'est que les bras, ils vont bouger, ils vont donc sortir de la chemise, et ensuite, la chemise va bouger à son tour pour retourner au niveau des bras. Donc on va avoir cet effet de bug qui va se produire, et donc ça, c'est pas une bonne chose, et ce genre de choses sont des choses qui peuvent arriver si votre jeu n'est pas optimisé, si votre ordinateur il a du mal à suivre, etc. Donc c'est pas du tout une bonne chose, hein. Vous allez proposer un jeu à des personnes, c'est pas sérieux du tout. La troisième raison, elle est encore moins évidente que ça. Si vous avez vu ma vidéo précédente, eh bien vous savez qu'on peut donc jouer des animations idle de manière aléatoire. Et donc ici, si on a chaque partie, donc nos 5 parties qui sont chacune des parties qui vont avoir leur propre animation blueprint, même si à la base c'est la même classe. Que chacune vont être indépendantes. Ça veut dire que vu qu'on joue des animations de manière aléatoire, ça veut dire que le pantalon il va sélectionner une animation, tandis que la chemise elle va jouer une autre animation. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Puisque c'est de l'aléatoire. Vous n'allez jamais avoir toutes vos parties qui vont jouer en même temps à chaque fois la même animation. Donc ça c'est problématique. D'ailleurs, un exemple, ça vaut mieux que des mots.
puisque justement, ici, j'ai justement créé une animation blueprint qui est là, donc je le sélectionne et on va le tester. Parce que cette animation blueprint qui est là, il fait justement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc des animations idle multiples. Donc je sélectionne tous mes skeletal mesh ici et je vais leur assigner donc mon animation blueprint là, donc ABP caractère là. Je compile et regardez ce qui se passe. J'ai des animations idle qui sont aléatoires et qui sont très différentes. Et vous voyez, il y a des pieds qui bougent pas pareil, etc. Il faisait un like alors que la chemise, elle n'avait pas suivi, etc. Donc là, c'est pas bon du tout, ici, vous voyez. Donc, ce n'est pas du tout ce que nous allons faire. Je vais donc ici enlever l'animation blueprint, je vais mettre none et je vais recompiler. Comment donc nous allons procéder? Eh bien, ça va être assez simple. Il va bien nous falloir tout de même une animation blueprint pour calculer toutes les animations de notre personnage. Donc il faut qu'il y ait un mesh dans le lot à qui on va assigner notre animation blueprint. Donc on va assigner notre animation blueprint à un de ces meshs-là et uniquement à un de ces meshs. Et ensuite, on va demander aux autres composantes de skeletal mesh de s'aligner sur ce mesh-là, de se synchroniser sur ce mesh-là. Donc il y en a un, on va lui dire, toi, tu es le leader, et les autres, ils vont tout simplement se synchroniser sur le leader. Du coup, ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va sélectionner notre mesh, donc notre base, notre personnage tout nu, et à lui, on va lui assigner l'animation blueprint. Pour le moment, on a le bug, mais à ce stade, c'est tout à fait normal. Maintenant, il va falloir que l'on dise aux autres de se synchroniser avec le mesh qui est là. Parce que pour le moment, je rappelle qu'ils n'ont pas d'animation blueprint d'assigner. Et donc, comment on va faire ça? Eh bien, on va faire ça de manière extrêmement simple. On va avoir besoin uniquement d'un seul node pour ça. Nous allons nous rendre dans le construction script, parce que c'est l'endroit qui est le plus approprié pour faire ça. Et nous allons prendre notre mesh. Ici, on va le glisser dans notre graphe. De là, on va tirer un câble et on va saisir lead pour retrouver notre set leader pose component. Donc on le positionne ici. Donc par défaut, il nous met sur le target. On va enlever la connexion ici. Je fais le alt-clic. Et nous, ce mesh-là, on veut qu'il soit le leader. Donc on va le mettre ici dans le new leader bone component. On va dire OK, toi, tu es le leader. Donc lui, c'est celui à qui on a assigné l'animation blueprint. Et on va demander aux autres componentes de s'aligner sur lui. Donc on va les prendre tous les autres ici, on va les glisser sur notre graphe et on va les envoyer dans le target. Donc la cible, ce sont les autres et eux, ils vont s'aligner sur le mesh qui est là. Donc on relie bien évidemment nos pins d'exécution et avant de compiler, je vais me rendre dans le viewport, comme ça vous pourrez vous en apercevoir. Donc je vais compiler ici et regarder ce qui se passe. À chaque fois que mon personnage change d'animation, il y a tout qui suit. Et quand je dis il y a tout qui suit, c'est tout sauf les cheveux. Pourquoi? Pourtant, les cheveux, dans le construction script ici, on les a là. Les cheveux, ils sont bien dans le target. Donc je vais le supprimer et je vais vous donner la raison. Eh bien c'est tout simplement parce que les cheveux, ils ont pas le même squelette que le reste du personnage. Ni plus, ni moins. Ce qui veut dire que là, si je veux pouvoir utiliser ce personnage avec ses cheveux, je vais utiliser ce skeletal mesh de cheveux comme si que c'était un static mesh. Donc comme ça me permet ici de vous donner la méthode en cas où vous aurez des cheveux qui sont en static mesh, parce que ce sont des choses que l'on peut retrouver parfois, hein, tout ce qui est cheveux, barbe, etc. sont des static mesh. Pour ça, eh bien c'est très simple. Il est important que du coup, les cheveux soient enfants de la tête. Ici, moi, la tête, elle est dans le personnage complet. Donc, c'est déjà le cas. C'est déjà, ici, les cheveux sont déjà enfants du mesh. OK. Ensuite, donc, je vais sélectionner mes cheveux et je vais du coup les attacher sur son parent, qui est donc la tête, en sélectionnant ici, du coup, l'os de la tête. Donc, je vais saisir Head. Là, alors, je suis allé un peu vite, donc je recommence.
j'ai cliqué ici sur la petite loupe qui est à côté ici du parent socket. Là, ce qui me permet ici de rechercher là-haut la tête. Donc je vais saisir Head pour avoir la tête. Là, et donc je me retrouve donc avec le Head et le Head Socket. Ici, le créateur de ce pack-là a créé un socket déjà prêt à l'emploi où il suffit de justement d'assigner sur ce socket-là pour que les cheveux soient bien positionnés. Vous, peut-être que vous n'aurez pas ce socket-là, donc je vais vous montrer comment le faire manuellement. Donc, on va le mettre directement sur l'os de la tête. Donc, je clique ici sur l'os de la tête, et en faisant ça, regardez ce qui s'est passé. On a l'impression que nos cheveux, ils ont disparu. Alors, ils n'ont pas disparu. Si je dézoome, regardez où est-ce qu'ils sont. Ils sont bien attachés sur la tête. Si mon personnage bouge, vous voyez que les cheveux, ils bougent, sauf qu'ils sont décalés comme, pas comme il faut, justement. Rappelez-vous que le point de pivot, c'est le root bone. Donc là, il est là, c'est pas bon du tout. Je vais donc sélectionner mon mesh qui est là, et dans la partie Advanced sur le côté, là, je vais donc mettre l'animation en pause, parce que sinon, ça va me gêner. Ensuite, je vais resélectionner mes cheveux, et mes cheveux, je vais tout simplement les positionner sur la tête. Donc dans le cadre de mon exemple, je vais avoir besoin de le pivoter à 90, et de les descendre ici pour les mettre sur la tête de mon personnage. Donc on va les mettre manuellement, ici, là, et je vais devoir les décaler légèrement vers l'avant ici, là. Donc là, j'ai placé les cheveux sur la tête de mon personnage. Vous voyez, je suis bon. Ils sont attachés à la tête, donc quand la tête va bouger, les cheveux vont bouger avec. Je vais pouvoir resélectionner mon mesh ici et enlever la pose de l'animation là et recompiler. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Ici, lorsque mon personnage va bouger, vous voyez que, quoi qu'il arrive, les cheveux restent sur la tête, donc on est bon. Si vous avez une moustache, une barbe, des choses comme ça, eh bien ça va fonctionner de la même manière. Donc maintenant, vous savez comment animer un personnage modulaire. Vous allez créer une animation blueprint, mais totalement classique, celui de votre personnage, comme si que votre personnage il était modélisé en un seul mesh, comme vous avez probablement l'habitude. Une animation blueprint normale, donc ça va être votre animation blueprint, vous allez l'assigner sur uniquement un seul de vos meshs, et vous allez utiliser donc le set leader pose component, auquel vous allez dire OK. Celui à qui j'ai assigné l'animation blueprint, il va être le leader, et les autres, ils vont être en target ici pour se synchroniser avec ce qui a été calculé par l'animation blueprint du leader. Ni plus, ni moins. Je vais donc retourner dans la map du tuto, et donc on peut dire maintenant qu'on en a terminé avec cette vidéo. Je vais donc maintenant, pour ceux qui veulent continuer, entamer donc la partie bonus de cette vidéo. Mais avant, pour ceux qui ne souhaitent pas voir la partie bonus, je souhaite donc vous remercier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo car ça m'aiderait grandement, et en tout cas j'espère que ça vous a plu. Pour les autres, eh bien, on reste encore quelques minutes donc pour des explications complémentaires. On va voir dans un premier temps très rapidement comment fonctionne une animation. Ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi il est important que chaque partie de vos personnages ait strictement la même pose de référence. Vous savez, les poses de référence, la plus connue, c'est la fameuse T-pose. Là, ici, nos personnages, ils ont la A-pose. Donc, chaque élément doit avoir exactement la même pose de référence. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes ces parties d'animation vont jouer la même animation. Et donc, comment fonctionne une animation? Eh bien, c'est très simple. Un fichier d'animation, donc un fichier d'animation séquence, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va tout simplement pivoter et déplacer des os. C'est-à-dire que le fichier d'animation, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque frame, il va dresser un état pour chaque os qui est dans le squelette, de dire, ok, cet os-là, il va être pivoté de tant de degrés, il va être déplacé de tant d'unités, etc. Et donc, pour chaque frame, le fichier d'animation, il va préciser quels sont les niveaux de position et de rotation. Puisqu'une animation, c'est une déformation d'un mesh. Et donc, ce qu'il va faire donc, c'est à chaque frame. Vous avez
tous probablement déjà vu le principe donc de dessiner toutes les étapes d'une animation sur un cahier, de tourner les pages très très vite pour voir notre personnage s'animer. C'est quelque chose que vous connaissez très probablement. Ça, c'est le principe de l'animation 2D, mais c'est aussi le principe de l'animation 3D. À chaque frame, on va avoir une pause. Comme ça va aller très très vite, ça va nous donner donc une animation. C'est exactement le même principe. Et donc à chaque frame, du coup, le fichier d'animation donc donne des translations et des rotations. Ces rotations qu'il donne et ces translations qu'il donne, il les donne tout simplement par rapport à la pose de référence. C'est en coordonnées locales. Donc si j'ai l'os de l'épaule ici qui pivote à 90 degrés, si l'animation elle a été conçue pour une T-pose 90 degrés, c'est-à-dire qu'à la base il a les bras vraiment perpendiculaires, mais pour coup 90 degrés il va avoir les bras le long du corps. C'est prévu pour une T-pose, donc on fait 90 degrés pour avoir les bras le long du corps. Maintenant, si cette animation à laquelle on dit 90 degrés, je l'applique sur un skeletal mesh qui est en apose, qu'est-ce qui va se passer si lui là, qui est en apose, je lui pivote son épaule de 90 degrés? Eh bien, il va avoir le bras qui va rentrer dans son corps. Donc, quand vous avez des fois des animations où vous avez le personnage comme ça qui bug et que ça rentre dans son corps, c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que le fichier d'animation, lui, il est conçu pour une animation anti-pose et vous l'appliquez sur un personnage qui est en apose. Donc, forcément, lui, il est bête et discipliné, on lui dit il faut faire 90 degrés, il fait 90 degrés. Or que pour le coup, là, il faudrait qu'il fasse que 45 degrés. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important que chacune de vos parties ait strictement la même pose de référence. Maintenant, voyons assez rapidement du coup comment est calculée une animation. Parce que en réalité, il y a beaucoup de personnes qui se moquent. Je vois souvent des gens qui se moquent de certains jeux parce qu'ils sont lents à dire que en fait, le jeu c'est une soirée diapo chez mamie. Et en vérité, il faut savoir que vos jeux AAA préférés, les Elden Ring, des Zelda Breath of the Wild, des Last of Us et j'en passe, font tous ce que vous critiquez. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même vos jeux AAA sont des soirées diapo chez mamie. Votre jeu, lui, il vous renvoie X fois par seconde une image sur votre écran. Cette image, c'est une diapo. Une image qui est figée, ici. Votre télé, elle est en 2D. Elle renvoie une image en 2D. Et votre jeu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire Unreal Engine pour retourner sur votre écran? Eh bien, il va calculer l'image suivante. Donc, il va bouger le bras du personnage. Sur la frame d'après, il va bouger la branche d'arbre, il va faire bouger la cascade d'eau qui est derrière, etc. Il va tout faire bouger comme il faut. Ensuite, il va prendre une photo de la nouvelle version et il va la coller cette photo sur l'écran. Et ça, il va le faire sur un jeu qui va tourner par exemple à 60 fps, eh bien 60 fois par seconde. 60 fois par seconde, il va calculer du coup l'étape d'après, la pause suivante. Il va la mettre, la pause, il va faire la photo, il va la coller sur l'écran. C'est le principe même du stop motion aussi. C'est exactement ce que fait le moteur. On calcule une pause, on la met sur le personnage, et ensuite on prend la photo et on la colle sur l'écran. Ici, je vais faire CTRL espace, et je vais ouvrir le fichier d'animation Blueprint. Là. Quand on est à la racine de notre anime graph dans notre animation Blueprint, regardez le node de sortie, comment il s'appelle. Il s'appelle output pause. Ce qu'on calcule, en fait, ce n'est pas une animation. L'animation Blueprint, il va calculer quelle est la pause suivante. C'est exactement le principe donc de notre animation sur notre cahier quand on bouge les pages. Lui, le output pause, il va juste calculer bien comment il va positionner le personnage sur la page d'après. Il va tout simplement appliquer la pose de ce personnage qui doit aller sur cette page-là. Et ça, c'est appelé donc à chaque image par seconde. Et comme c'est des images du coup qui passent très très vite, eh bien, ça nous donne cette sensation d'animation. Donc,
Ici, notre animation blueprint, en fait, il va calculer juste la pose de la frame suivante pour vulgariser. C'est ça qu'il va faire. Et donc, du coup, sur notre map, eh bien, chaque personnage va avoir son animation blueprint qui va calculer sa propre pose d'après, et etc., etc. Et ensuite, Unreal, eh bien, une fois que chaque personnage aura positionné sa pose, etc., il va prendre la photo et la coller sur votre écran. C'est exactement comme ça que fonctionne votre moteur. Quel que soit le moteur, que vous soyez sur Unity, Unreal, Godot Engine ou les moteurs de Naughty Dog, etc., ça fonctionnera quoi qu'il arrive de cette manière-là, puisque votre écran, quoi qu'il arrive, lui, il est en 2D et il doit vous retranscrire sur votre écran quelque chose qui est en 2D. Maintenant que ceci est dit, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle a été suffisamment complète et que vous êtes suffisamment maintenant informé que vous puissiez être autonome par la suite pour utiliser donc des personnages modulaires dans vos jeux vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la partager sur les réseaux sociaux, etc. car cela m'aiderait énormément à lui donner de la visibilité, car pour le moment ma chaîne elle est extrêmement peu connue, hein, elle a besoin de gagner en visibilité, donc cela m'aiderait énormément si vous partagez cette vidéo autour de vous. Je n'ai plus qu'à vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt.